Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et cette semaine, je suis en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alix. Et voici le sommaire. Les podcasts séduisent de plus en plus de jeunes. Près d'1 sur 2 en écoute régulièrement. Et beaucoup cherchent à apprendre autrement. Cinéma, numérique, expression orale. Aujourd'hui, on découvre comment les podcasts éducatifs s'attellent à transformer l'apprentissage et forment aussi des citoyens numériques. Nous parlerons également des enjeux du numérique dans l'éducation, de son influence sur les méthodes d'enseignement et de la façon dont les élèves abordent leurs cours dans un monde toujours plus connecté. Et Cécilia, dans ta loupe, de quoi nous parles-tu ? Eh bien, je vous parle d'un podcast qui s'appelle We Are Annecy, qui est destiné aux jeunes annéciens. C'est parti pour une nouvelle émission. Et pour ce faire, j'accueille Isabelle Alexander, enseignante, formatrice et créatrice du podcast Une semaine, 3 films. Bienvenue Isabelle. Merci, bonjour. Également sur ce plateau, Solane Etienne, cofondatrice du podcast Philosophie. Bonjour. Bienvenue également. Avant de plonger dans le cœur de vos projets respectifs, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui a motivé, ce qui vous a motivé à vous lancer dans la création de ces podcasts, Isabelle ? Alors moi, c'est venu de mes élèves et de leurs parents. En fait, les élèves et les parents me demandaient souvent qu'est-ce que je peux faire en dehors de l'école. Et c'est vrai que lire, c'était pas forcément ce qui leur plaisait. Ou alors sortir. Moi, je suis dans une région qui est quand même à la campagne, donc on n'a pas beaucoup d'expériences culturelles. Vous vous rappelez Je suis de Carcassonne, à côté de Carcassonne. Ouais. Voilà. Et donc on n'a pas beaucoup d'expériences culturelles vraiment où les élèves peuvent vraiment enrichir un petit peu leur... Et aussi, pardon, pour préciser, vous êtes enseignante en lettres modernes. Oui, voilà. Donc on n'a pas forcément accès à énormément de choses, même s'il y a des initiatives locales très intéressantes. Donc les parents me demandaient comment je fais. Et au lieu de répondre aux parents individuellement, je me suis dit, si, il y a des contenus qui existent, qui sont de qualité, des documentaires, des films qui existent, qui sont en accès libre, parce que je tiens vraiment à la gratuité pour que pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc j'ai lancé le podcast. Et du coup, maintenant, les parents et les élèves vont et puis regardent, si je veux réviser le bac, tiens, il y a ça cette semaine. Il y a eu par exemple le biopic d'Olympe de Gouges qui est super qui est au programme. Donc voilà, c'est vraiment venu des élèves et de leurs parents. En fait. Et vous concernant ? Alors nous, on est Philosophie, c'est un des podcasts qu'on produit, mais on est producteur en fait de plusieurs podcasts. Oui, on peut rappeler le nom de. Ça s'appelle Feuille Blanche. Oui, Feuille Blanche. Donc Feuille Blanche, on travaille la narration des marques et des entrepreneurs. On aime les mots. Et donc on a plusieurs podcasts sur l'entrepreneuriat, notamment sur la tech. Et on se disait, mais en fait, on donne plein d'injonctions aux enfants, on leur dit ce qu'il faut faire, etc. On interviewe des patrons de la tech qui sont parents aussi. Et si en fait, on donnait la parole aux enfants sur leur relation au digital. Et c'est un projet qu'on a monté avec une boîte qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui s'appelait Digital et qui apprenait aux enfants à coder sans les écrans. Donc il y avait un vrai parti pris. Et l'idée, c'est de donner la parole à ces 7-18 ans sur leur rapport au digital dans toutes ses formes et selon tous les âges. Et donc, vous qui avez le nez dedans, est-ce que vous savez comment les jeunes consomment le podcast ? Alors, ça dépend des âges. En fait, dans mon expérience, c'est que les petits consomment beaucoup de podcasts. En fait, je pense à l'initiative des parents. En famille. Voilà, en famille, surtout pour les histoires, tout ce qui est narratif, voilà. Et c'est une bonne introduction aussi aux livres. Les collégiens, c'est un petit peu plus compliqué, mais s'il y a vraiment un intérêt pédagogique, ils vont vraiment le faire. Et les lycéens le font naturellement et les étudiants, donc post-bac, 18 ans, là vraiment beaucoup, de plus en plus, vraiment ça devient vraiment presque viral parce qu'ils s'emparent vraiment de cet outil. Vous faites le même constat Moi je fais le même constat. Alors récemment je fais une petite expérience et que je suis allée expliquer mon métier à la classe de grande section maternelle de ma fille et donc je suis associée avec mon mari, donc qui est donc son papa aussi et on est pris avec des micros dans la classe et on a posé la question à 24 élèves sur qui connaissait les podcasts et qui écoutait des podcasts. Et je vais dire que les 3/4 de la classe connaissaient les podcasts pour les histoires de mythologie. Je te rejoins complètement. Les Odyssées, etc. C'est un super outil qu'ils écoutent chez eux, mais aussi en voiture. Ça peut être un outil sympa. Moi, ce que j'ai remarqué avec Philosophie, c'est que c'était des sujets qui étaient écoutés avec les parents.
et qui ouvrait des discussions avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets, on ne sait pas trop comment les aborder, et l'écouter par le biais du podcast où il y a une tierce personne qui raconte son histoire ou un témoignage, ça permet aussi d'amener des sujets. Les profs peuvent être de super prescripteurs. Et je te rejoins aussi sur le fait qu'en effet, au lycée, on a pris l'habitude, comme on consomme une série, on consomme un podcast. Et qu'est-ce qu'un podcast permet que d'autres formats n'offrent pas ? Moi, je crois que ça permet, alors en tout cas chez les enfants, les petits, et je le vois par expérience, ça fait travailler vraiment l'imaginaire, le sens de l'écoute. En maternelle, ils ont, d'ailleurs dans le programme, ils doivent écouter des CD, donc à l'époque on n'est que le CD, la maîtresse a encore le CD, mais la maîtresse aussi ou le maître peut aujourd'hui lancer des podcasts. Moi, je vois ma fille, elle est ultra attentive et ça développe aussi l'imaginaire. Et je pense que c'est une bonne solution à pas d'écran, qui marche plutôt pas mal. Pardon. Je rejoins complètement ce que tu dis parce que, en fait, pour les petits, c'est vraiment génial parce que justement, par rapport à un visuel, ils peuvent créer eux-mêmes leur histoire, les personnages, et c'est plus super, de place à l'imaginaire. Et c'est très important. Et ce que je vois avec plutôt les lycéens, en fait, pour eux, c'est vraiment du domaine de l'intime, en fait, parce que c'est l'oralité et quelqu'un leur parle. Et c'est vrai que les adolescents c'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment, on voit bien. Et il y a une question d'intimité, en fait, quand on écoute une voix, quand on se retrouve en classe avec un prof qui nous raconte, enfin, si on parle d'un cours, par exemple, ou une aide, et c'est quelque chose c'est un lien, en fait. Et c'est plus que finalement les autres médias, surtout les médias très très visuels en fait. Et justement, Isabelle, vous venez d'évoquer cette notion d'intimité. Est-ce que certains thèmes sont plus faciles à aborder via le podcast que dans le cadre d'une classe par exemple ou avec ses parents ? Complètement. Je pense que c'est vraiment parce que justement il y a cet anonymat. Il n'y a pas de. Alors il existe des podcasts évidemment format vidéo qui est complètement différent pour moi en fait, mais oui, il y a une intimité vraiment qui peut se créer avec la personne avec laquelle on parle, et puis c'est moins intimidant surtout. Et puis on oublie en fait, on oublie complètement, on est dans une conversation et on oublie un petit peu tout ce qu'il y a à côté et on peut se livrer et c'est vrai que je trouve que pour les lycéens et les étudiants aussi, c'est surtout en première année, deuxième année où ils sont un peu perdus, ça les aide vraiment dans ce lien en fait avec ce lien un peu intime de la voix qui chuchote. Parce qu'on entend rarement des gens hurler. Je sais pas si, sur les podcasts, c'est toujours une voix très feutrée. C'est très feutré, c'est posé. Voilà. Et pour rentrer justement un peu plus en détail dans le vif du sujet, celui de vos créations respectives, Isabelle, vous avez créé donc une semaine 3 films pour vos élèves, leurs parents et vos collègues également. Bien sûr. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait d'ailleurs. On vous propose des ressources pour les collégiens et les lycéens, car oui, les épreuves du bac et du brevet approchent à grands pas. On commence avec une ressource formidable pour les élèves qui passent le bac de français. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui vont passer l'épreuve, la lecture de votre texte compte pour 2 points, et 2 points, ça compte. On vous propose les lectures des textes du bac de français sur la chaîne YouTube de la Comédie Française. Sur cette chaîne complètement gratuite et libre d'accès, vous allez pouvoir retrouver tous vos textes lus par des comédiens professionnels. C'est juste génial. On retrouve La peau de chagrin de Balzac, Les caractères de la Bruyère, les poèmes de Rimbaud, la pièce Pour un oui ou pour un non, dont on vous a déjà parlé la semaine dernière. C'est particulièrement intéressant pour la poésie, car parfois, et surtout avec Rimbaud par exemple, avec les ruptures de rythme, on peut se tromper facilement. Donc c'est vraiment un outil génial qui permet aussi de gagner des points. On poursuit avec les élèves qui ont pris l'aspect espagnol, littérature et culture étrangère. On vous propose le film Primé à Cannes, Adios Buenos Aires, disponible en accès libre sur la plateforme d'Arte TV. Ici, on suit l'histoire de Julio ou Julio, qui a une passion, la musique, et de Mariela, une chauffeur de taxi. Julio n'en peut plus de l'Argentine et veut quitter le pays, mais sa rencontre avec Mariela va changer ses plans. On est vraiment happé par cette ambiance sur fond de musique et sur les difficultés dues à la crise économique. Mais ce n'est pas un film sombre, au contraire. C'est drôle, les personnages féminins sont hyper bien joués et super inspirants. Ce film est parfait pour approfondir le thème espace public, espace privé du programme, mais aussi celui d'identité et échange. Donc c'est à regarder en VO sur Arte TV. Isabelle, comment s'est fait le choix des films ? Alors le choix de films...
je choisis en fonction des programmes, en fait. Puisque je travaille beaucoup avec les programmes scolaires, en fait, dans l'élaboration de certains programmes aussi. Donc, je regarde vraiment le programme et je regarde ce qui pourrait aider, ce que moi, en tant que prof, ce dont j'ai besoin, déjà. Et puis aussi, je parle à mes collègues ou à mes anciennes collègues ou à des... Voilà. Et je regarde, bon, voilà, par rapport à ça, de quoi tu as besoin, de quoi... Et puis, les élèves aussi, parfois, me disent, j'ai pas compris ça. Et là, en ce moment, il y a vraiment une thématique sur laquelle j'essaye d'approfondir un petit peu, c'est le grand oral. Parce que le sujet du grand oral, c'est difficile à trouver. Et les documentaires, les films, c'est une formidable, c'est vraiment une source pour trouver son sujet de grand oral. Donc c'est vraiment, j'écoute beaucoup. En fait, mes élèves, mes collègues, je passe mon temps à poser des questions, je suis un peu embêtante pour ça. Mais c'est vraiment la curiosité. Et puis après, je regarde par contre toutes les sources parce que je m'assure qu'elles soient adaptées. Et oui, comment on s'assure de la qualité pédagogique d'un film, justement? Alors déjà... Bon, ça doit être un travail minutieux, en fait. C'est assez minutieux. C'est-à-dire que chaque date, chaque événement, il faut vérifier... Je vérifie tout parce que il y a quand même des petits dangers, parfois, par rapport au public. Là, il y a une formidable série qui est sur George Sand, mais qui n'est pas forcément adapté à des jeunes, donc c'est vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pas forcément, c'est un film, c'est vraiment une série plutôt fidèle sur le fond, mais pas forcément adapté pour l'audience. Voilà. Donc et je me mets toujours ce filtre. Est-ce que moi je le montrerai en classe en fait? J'ai quand même l'expérience me guide en fait par rapport à ce que je montre, ce que je pourrais montrer. Et sur le fond, vous vous assurez aussi? Ah oui, sur le fond, je m'assure vraiment de la pertinence et je demande. Et c'est en cas de doute parce que je connais pas évidemment toutes les matières, mais bon, je demande à mes collègues. Voilà, là j'avais proposé quelque chose en art plastique pour ceux qui choisissent des spé art plastique. C'est vraiment pas mon domaine de compétences. Donc j'ai demandé, je me renseigne et puis voilà parce que. Oui. Et donc ça fait partie de vous intégrez ça maintenant aux devoirs maison par exemple, ça fait partie de leurs devoirs maison d'écouter le podcast et de regarder ensuite le film recommandé dans le podcast. Pas en devoir, mais en conseil. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Je l'ai pas encore intégré forcément dans ma pratique. Je l'intégrerai plutôt en formation ou en post-bac, mais pas en devoir supplémentaire. Mais en général, ils le font parce qu'ils ont envie. C'est plus sympa par exemple, le biopic de L'Arme de Gouges, c'est hyper sympa à regarder. C'est super bien joué. Et puis, ils comprennent tout. Parce que des fois, il y a des ponts entre l'histoire, la littérature et le contexte historique. Des fois, c'est pas très clair dans leur tête. Donc, c'est intéressant pour ça. Et quel retour vous font alors les élèves, mais aussi les parents? Ils sont super ravis parce qu'ils n'ont plus à chercher pendant des heures. Et puis mes collègues aussi, parce que c'est vrai que quand on est enseignant, on a une somme de préparation. Et c'est vrai que des fois, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui a fait un petit peu de travail avant. Et puis c'est que des suggestions. Il n'y a rien d'un... Enfin voilà, on comprend si on a envie, si ça nous plaît. Mais les retours sont super positifs. C'est pour ça que je continue parce que voilà, je trouve ça... Puis moi, j'apprends plein de choses aussi. Solène, Philosophie donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital, on disait. Pareil, je propose qu'on écoute un extrait tout de suite. Et alors, c'était quoi le déclic de dire là, il faut peut-être que je désinstalle ou que je fasse une pause? C'est que par exemple, quand j'ai des contrôles où je me dis 2-3 jours avant, allez, il faut que tu te mettes à réviser, et je me dis mais ça va, t'as le temps, donc tu vas sur ton téléphone et tu te rends compte que tu perds une bonne heure dessus. Et là, à l'approche des bacs blancs, où je me dis comment je vais faire pour réviser si je suis toujours comme ça à me dire à chaque fois allez, une petite heure sur mon téléphone, etc. Et du coup, je me dis si je les supprime, au moins je réviserai. Donc l'événement, c'est vraiment la date de ton bac blanc à venir et tes examens, c'est ça? C'est quand? C'est en avril, début avril. D'accord, donc t'anticipes. Et est-ce que tu avais essayé, avant qu'on parle de désinstaller, déjà d'autres fois de limiter ou de faire des pauses? Donc l'an dernier, quand j'étais en première, quand du coup j'avais le bac de français et que je devais le réviser, je m'étais mis, j'avais pas supprimé les applications, je m'étais mis une limite de temps d'écran avec un code. Mais le problème, c'est que c'est moi qui avais le code. Du coup, je pouvais pas... T'arrivais pas à t'auto-censurer. Voilà, exactement. Tu retrouves le code toutes les fois, c'est pas bon. C'est pas pratique. Quand tu as décidé justement de dire je fais une pause et je désinstalle ces applis, ça t'a fait réfléchir à quoi? Ça t'a fait réfléchir à l'utilisation de ton temps? Ça t'a inspiré quoi? Oui, ça m'a fait réfléchir surtout au temps d'écran que je passais dessus. Parce que je le regardais de moins en moins. Avant, en première, je regardais beaucoup le temps d'écran que je passais dans les réglages. Et je voyais qu'il était quand même grand. Et là, je regardais de moins en moins. Et quand je regarde, je suis toujours très élevé. J'ai un énorme temps dessus.
Solène, beaucoup de jeunes sont passés à votre micro. Globalement, qu'est-ce que vous retenez? Quel impact le digital a sur leur façon d'apprendre? Souvent, en fait, on était surpris de leurs réponses ou de leur vision des choses, parce qu'encore une fois, on le voyait avec notre position d'adulte, de parents. Et je me souviens d'une petite qui nous avait dit, mais en fait, moi, si je suis sur mon téléphone, c'est juste parce que je m'ennuie. Et en fait, ce qui semble être du bon sens, mais à ce moment-là, sa maman lui disait, arrête d'être sur ton téléphone. Et en fait, ce qui était assez marrant dans ces échanges, c'est que les plus jeunes devaient avoir 7 ans, les plus âgés 20. Et en fait, ils avaient tous un rapport assez particulier avec le digital, mais ils en tiraient toujours des conséquences. Ils avaient vraiment conscience qu'ils y passaient trop de temps ou c'était pas bien. Mais ils étaient happés par l'algorithme, par les copains, la pression aussi des copains. Je me souviens d'une petite où les parents ont décidé collectivement dans un groupe de copines d'enlever les téléphones portables et ils ont tous remis une ligne fixe chez eux. Alors que plus personne n'a une ligne fixe. Mais en fait, ils en avaient tellement assez des chamailleries qu'il pouvait y avoir parce que émotionnellement, elles n'étaient pas assez grandes en fait pour gérer toutes les émotions de t'es ma copine, t'es plus ma copine et puis ça passe par un WhatsApp, un Insta, etc. Donc en plus elles avaient 10 ans, donc elles étaient vraiment petites. Et donc ils avaient tous remis une ligne téléphonique. Donc 10 ans, elles avaient des téléphones portables. Oui. Ouais. Et est-ce qu'ils vous ont fait part d'une forme de difficulté dans la gestion de la surabondance d'informations, par exemple Oui, alors après, ça dépendait aussi beaucoup de comment c'était géré dans le cadre de la famille, en fait. Il y avait certains chez qui il y avait des règles. Le téléphone n'allait jamais dans la chambre, par exemple. Ils ne le récupéraient qu'à certaines heures, etc. Donc, eux, ça allait à peu près. Mais eux se disaient, ouais, mais je manque plein de trucs avec mes copines et mes copains. D'autres, comme Gustave, par exemple, il avait tellement d'infos qu'il prenait, qu'il aimait, avec les algorithmes TikTok qui ramènent toujours des choses qu'on aime, etc. Il disait, en fait, je venais pour voir au départ une info. En fait, j'ai passé 3 heures sur mon téléphone. Ouais. Et on se fait happer. Alors, on le fait aussi en tant qu'adulte. Mais nous, adultes aussi, j'allais dire. Exactement. Mais eux, où ils doivent avoir leur cerveau quand même concentré pour apprendre, etc., sur des temps, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et vous êtes intervenu dans les écoles ? Alors, on n'est pas intervenu, non, dans les écoles, mais je sais qu'il y a pas mal de professeurs des écoles qui nous écrivaient et qui prenaient des extraits et qui les utilisaient en classe pour des témoignages. Par exemple, je sais que Gustave, à la fin de son podcast, il dit je crois que moi, avec mes enfants, ils seront pas contents, mais je leur expliquerai que c'est vraiment pour leur bien, parce que moi, on me l'a dit, mais j'avais du mal à me dire qu'il fallait que je le fasse. Et justement, toutes les deux, Solène, Isabelle, vous êtes formées au podcast. Comment vous avez fait pour apprendre les codes de la radio, du podcast, de la création Il n'y a pas de bonne réponse, Isabelle, je vous vois tiquer. Ne vous inquiétez pas. Réflexe de prof. Je vais te noter. Alors, non. Si tu veux, je réponds. Moi, en fait, mon premier job, ça avait été de monter une web TV, donc terme qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui, en 2009, donc, où j'ai appris sur Terre avec des rideaux verts, etc. Mon associé avait monté aussi un média dédié aux entrepreneurs qui avait commencé en radio et qui après était devenu aussi une web TV parce que l'évolution des choses, puis on est revenu au podcast. Donc en fait, je vais dire que pour nous, c'était quelque chose d'assez naturel parce qu'on a toujours travaillé dans ce milieu-là, avec une approche très entrepreneuriale et pas journalistique des choses, donc qui donne aussi un caractère éditorial un peu particulier. Et on se revendique absolument pas journaliste, c'est pas notre métier. Et donc voilà, et puis on a appris en faisant, on s'est entouré aussi pas mal. Notre premier recrutement, nous, chez Feuille Blanche, typiquement, ça a été un sound designer et un ingé son. Voilà. Et vous, Isabelle, vous êtes formée sur le tard ? Oui, très tard. Ouais, mais franchement... Voilà. Donc en fait, on a écouté l'expérience de la classe, donc de parler déjà, bon voilà, ce qui est différent, mais ça aide un petit peu. Et puis sinon, en fait, c'est ma fille qui m'a dit, on a passé des heures parce qu'elle fait du théâtre et beaucoup, donc elle m'a dit, ça ne va pas du tout. Et donc on a recommencé jusqu'à ce que je sois un petit peu plus à l'aise sur le format, sur voilà. Maintenant, j'ai trouvé un petit rythme de croisière qui fait que je passe pas trop non plus de temps parce qu'entre la recherche, les cours... Mais justement, comment vous arrivez à maintenir l'équilibre entre le podcast, votre vie d'enseignante je dors pas beaucoup. Ouais. Voilà. Mais bon, maintenant, ça va un petit peu mieux. Le podcast est court, en fait. Donc, pour cette raison-là, j'aimerais des fois développer un petit peu plus. Mais bon, j'apprends et puis je vois que voilà, je parle un petit peu mieux, je parle un petit peu moins vite. J'essaye de faire des pauses, mais c'est compliqué parce que
déjà, je suis une nature un petit peu rapide. Donc, mais j'apprends comme ça. Je pense que parce que c'est vraiment un exercice auquel on prend goût, en fait. Je pense que là, j'aurais vraiment besoin d'une formation avec vraiment des professionnels un petit peu plus. Parce que là, c'est à raison de quoi? C'est une fois par semaine. Ah oui, quand même. Tous les lundis. C'est un certain rythme. Oui. Chaque épisode dure pas très longtemps, hein, c'est 3-4 minutes. Je décris j'essaye de leur dire pourquoi il faut le regarder, en fait. Parce que j'ai commencé par Insta, comme ça ils peuvent regarder la version courte sur Insta s'ils veulent. Et puis bon, après, voilà, je fais des éditions aussi. J'ai fait une édition spéciale parents aussi, donc là elle était un petit peu plus longue pour les parents. Voilà. Ne bougez pas, mesdames. C'est l'heure de la loupe avec Cécilia. Super. Et Cécilia, direction Annecy, une ville qui a lancé un podcast à destination des jeunes. Oui, c'est ça, Alix, et ça s'appelle We Are Annecy. Alors, on a découvert le tout premier épisode le 1er avril dernier, un épisode qui est centré autour de la recherche du job d'été. Alors, chaque mois, l'équipe propose 30 minutes d'infos destinées aux jeunes annéciens de 16 à 25 ans. On écoute Audrey, en charge du dispositif. L'idée du podcast We Are Annecy, de l'Info Jeune d'Annecy, c'est de diffuser plus largement des informations utiles pour les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes, il y a tout un public qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas. Et donc l'idée, c'est qu'en écoutant le podcast, ils puissent avoir des informations ou en tout cas nous connaître et savoir où nous trouver. Du coup, on est à Bonlieu, au premier étage. On a un super lieu d'accueil, spacieux, avec plein de ressources, vues sur le paquier. Mais voilà, pour nous trouver, il faut savoir où on est, il faut nous connaître, on ne peut pas tomber sur nous par hasard. Donc l'idée, c'est avec le podcast d'attirer les jeunes, qu'ils aient envie de venir à notre rencontre pour discuter autour des sujets abordés dans le podcast. Ça peut être le job d'été, ça peut être le logement étudiant, j'aimerais partir à l'étranger ou j'ai un projet citoyen. Voilà, c'est des sujets qu'on va aborder via le podcast. Et l'idée, c'est que les jeunes viennent nous retrouver ensuite à l'Info Jeune, à Bonlieu, pour discuter de tous ces sujets. Alors l'objectif de ce podcast, c'est d'inciter les jeunes à se rendre au bureau de l'Info Jeune parce que ce podcast, il est réalisé par Info Jeune en partenariat avec Sanalp Radio. Oui, et en plus de réaliser un podcast, Info Jeune est aussi un réseau de proximité composé de plus de 1000 structures en France. Oui, c'est ça, et ces structures s'adressent aux jeunes de 13 à 30 ans pour répondre à leurs demandes concernant notamment le logement, l'orientation ou encore les études à l'étranger. En clair, Info Jeune met à disposition des informations gratuites et de précieux conseils pour les accompagner vers l'autonomie et l'indépendance. Alors du coup, Solène ou Isabelle, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'un podcast fonctionne et plaît aux jeunes ? Quelle est la recette ? La secret sauce. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, encore une fois. Alors, moi, je pense que ce soit quel que soit le public, en fait, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, je pense que l'axe éditorial et les choix éditoriaux sont hyper importants et d'avoir une singularité qui fait qu'on crée un rendez-vous, on crée de l'attachement avec la marque. Alors, est-ce que c'est le générique qui est sympa ? Est-ce que c'est des rubriques à l'intérieur qui sont sympas ? Est-ce que c'est le format ? Mais en tout cas, de penser au format avant de penser, j'ai envie de dire, aux idées et aux invités qu'on va avoir. Pour moi, ça, c'est une première brique de la secret sauce. Et puis après, ça va être comment on le fait connaître aussi, parce qu'il y a l'effet mon copain l'écoute, alors je l'écoute, surtout chez les jeunes, et comment en fait on diffuse pour que ça devienne un réflexe. Et vous qui êtes toutes les deux au contact des jeunes générations, est-ce que vous identifiez des préoccupations majeures chez eux ? Est-ce que vous les sondez, vous, à travers le podcast, bien sûr, mais vous, en tant qu'enseignante même ? Je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Je pense que la problématique au lycée de l'orientation est vraiment quelque chose qui les intéresse et qui les inquiète, préoccupe vraiment. Donc, je pense qu'ils cherchent vraiment, là, ils sont vraiment demandeurs d'informations. Par rapport à ça, je crois que c'est vraiment la préoccupation. Au lycée, c'est vraiment la préoccupation avec le choix d'ESP. Est-ce que je m'enferme pas dans telle chose ou telle chose ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Je crois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est ce que j'entends de la part de mes élèves.
Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la santé mentale, je crois que c'est aussi une vraie préoccupation. Moi, je rajouterais, mais bon, ça peut aller avec bien sûr. Le harcèlement, le harcèlement à l'école. Et il y a un autre sujet, on produit un podcast sur la sexualité qui s'appelle La chose étrange, alors qui est plus pour ados, plus pré-ados, et qui est très très bien fait, très bien animé, et je pense que c'est un sujet aussi qui permet, par l'intermédiaire de podcasts, d'aborder des sujets qu'on va pas forcément aborder avec ses parents ou qu'on va pas forcément aborder avec ses professeurs, et ça permet aussi d'aborder d'autres sujets qui peuvent les préoccuper. Et quel conseil est-ce que vous donneriez à un enseignant qui voudrait utiliser des podcasts comme un outil pédagogique? Il faut y aller. Ah oui, voilà. Vraiment, chercher, trouver, en fonction de ce qu'on fait. Il y a toujours un podcast qui va correspondre. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment très très bien faites. Les Odyssées, par exemple, c'est le programme de 6e, par exemple, sur la mythologie, mais c'est vraiment tellement bien fait. Il y a tellement de choses très riches. Donc vraiment d'y aller, et puis ça crée du lien aussi. Parce qu'on écoute une voix en commun. C'est comme les histoires qu'on lit le soir. C'est-à-dire qu'on peut écouter ensemble dans le cadre de la classe, débriefer ensuite comme on regardait ou on regarde toujours un film. Un film. Et là, on peut réagir sur des extraits. Moi, je sais que alors là, c'est vraiment chez les petits, encore une fois, mais l'année dernière, je vous donne juste mon expérience. Ma fille était en moyenne section, son maître était fan de Tintin, et typiquement, il les avait travaillé sur Tintin, et il y a le super podcast de France Culture sur les aventures de Tintin, où il faisait des extraits, après il leur montrait les images, après il leur a montré la BD, et en fait, elle est vraiment rentrée à 4-5 ans dans l'univers de Tintin, mais par le son aussi, et pas par le dessin animé, qui je pense, est une autre forme qui peut venir un peu plus tard. Une dernière question, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire, pour compléter, c'est que c'est très immersif, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on rentre, ça donne on est vraiment dedans, avec la personne qui parle. Et je pense que c'est très intéressant pour ça. Une dernière question pour se projeter un peu. Pour toutes les deux, vous avez donc une approche qui combine l'éducation, le digital. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de l'éducation ? La place du numérique dans tout ça. Vous avez 3 heures. Oui, c'est ça. C'est exactement non. Je m'en donnais 4 en fait. Sur le thème du numérique, quelle place aura le numérique justement dans les classes ? Vas-y, si tu veux. Ok. Je pense que le numérique, en fait, on est passé du aucun numérique au tout numérique. Il va avoir sa place, il faut que chacun... Il faut qu'il l'ait. Il faut. Oui, je pense que le numérique, évidemment, je pense qu'on ne pourra pas faire sans. Il y a des choses, c'est un outil. En fait, il faut vraiment s'approprier le numérique comme un outil et pas comme une finalité. Et à partir du moment où on comprend que c'est un outil... Qui ne va pas remplacer le professeur. Qui ne remplacera pas le professeur, mais qui peut soulager le professeur parfois dans certaines choses. Vous, c'est votre cas, vous vous servez beaucoup de... Moi, je me sers du numérique, oui. Et puis aussi, par exemple, des choses toutes bêtes, mais pour les classes, des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, par exemple. Je reviens au podcast, mais c'est génial, parce qu'il peut entendre le cours. Et il n'a plus besoin d'être stressé à dire est-ce que j'ai tout noté. Le prof n'a pas forcément besoin de faire des millions de copies en caractères, je ne sais plus combien d'ailleurs, parce que c'est vraiment, il y a des vraies problématiques. Il y a des enfants pour qui on comprenne mieux en écoutant et retiennent en plus. Donc on peut utiliser ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, mais par contre il faut le mesurer. Et c'est là où quelquefois on a... Je crois qu'il ne faut pas avoir de posture idéologique. Et moi, je crois que c'est absolument nécessaire, parce qu'il faut qu'on forme nos enfants à comprendre les enjeux, ce que c'est une bulle cognitive, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne l'IA. Et moi, ma vraie préoccupation, c'est comment on aide et on forme tous ces professeurs à ces sujets-là, pour qu'ils puissent aussi répondre aux interrogations des enfants. Donc, je pense qu'il y a un vaste sujet là-dessus, pour donner aussi les outils aux professeurs des écoles et aux profs plus tard pour gérer en fait ces sujets-là, mais ça semble incontournable en tout cas pour l'avenir de nos enfants et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Solène Etienne, cofondatrice du podcast Philosophie, et Isabelle Alexander, enseignante, formatrice et créatrice du podcast Une semaine, 3 films. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi Cécilia. Merci Alix. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode du MAG.